Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de la semaine. Je m'appelle Juro Christian. Je suis juriste développeur et directeur chez DeepFab. Bienvenue à cette chaîne. Si vous êtes tout nouveau, et bien sûr pour les habitués, c'est un plaisir pour moi d'échanger sur les événements actuels, passés ou futurs de l'écosystème Web3, principalement concernant les aspects de régulation. Alors, on a eu quelques nouvelles intéressantes la semaine qui vient de s'écouler. Deux nouvelles, une bonne et... non, pas une mauvaise. Et une qui fait à la fois rire et pleurer. Pardon. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement Mika a été adopté par le Parlement. Donc on va avoir une bonne période d'implémentation qui verra Mika devenir un peu l'équivalent du RGPD, mais pour le monde de la blockchain et des DLT de façon générale. Donc, dans les jours à venir, nous allons probablement beaucoup parler de ce sujet-là, avec notamment désormais ma compère de live, à Maître Kessie Jolie. Et donc, nous allons revenir sur notamment les différentes formations que nous allons vous proposer, que nous faisions déjà bien avant que la Mika ne soit adoptée. La deuxième nouvelle qui fait à la fois rire et pleurer, c'est la grosse nouvelle que la Société Générale nous a partagée cette semaine, à savoir le lancement de ce qu'ils appellent un stablecoin euro, ce qu'ils appellent le euro convertible, je suppose. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait à la fois rire et pleurer? Pour plusieurs raisons, et ça va être le sujet principal de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il fait rire? Eh bien, c'est parce que enfin, il fait rire, mais dans le bon sens, dans le sens de la joie. Dans le sens où on a enfin un des acteurs traditionnels qui se met à la blockchain. On se souvient que il y a quelques années déjà, la Société Générale avait interagi avec le protocole MakerDAO pour obtenir des DAI, sachant que le DAI c'est un stablecoin, un des vieux stablecoins de l'écosystème en tout cas, pour notamment faire des premières expériences, etc. etc. À l'époque, j'avais sonné l'alarme sur le fait que il fallait bien s'assurer que le système qu'ils avaient mis en place était d'une part en adéquation avec l'idéologie de l'écosystème blockchain et d'autre part il y avait cette équation de 1 sur 1, ce que nous appelons le PEG ou le DPEG. En gros, quand on va parler de stablecoin, on fait en sorte que le jeton, le token, lorsqu'il s'agit de représenter de l'argent, du cash, eh bien ce soit 1 pour 1. Ça veut dire que littéralement, si on prend le cas du protocole MakerDAO, qui est un protocole qui permet de mettre un collatéral qui peut être du Bitcoin, de l'Ether, etc. Eh bien, avec ce collatéral-là, on va créer deux types de tokens. On va créer des MKR. Le MKR, c'est un token qui permet de gouverner le protocole MakerDAO, et le DAI qui, lui, c'est un token qui représente l'équivalent du dollar. Donc, quand vous avez un dollar, vous avez un DAI, et c'est ça qu'on appelle le PEG. Alors, pourquoi est-ce que... oui, la joie, c'est que cette institution-là est en train, met des efforts à se lancer dans le Web3, et ça, c'est bien.
beaucoup de joie de ce côté-là. Alors, le côté négatif, la partie qui fait pleurer, c'est le contenu du smart contract qu'ils ont utilisé. Le smart contract à lui-même, je vous mettrai les sources de ce smart contract-là, je les ai juste devant moi. Le smart contract est, enfin, le code source de ce token, que moi je n'appellerai pas token, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Il est divisé en 9 parties. Donc c'est 9 smart contracts qui sont combinés pour permettre une utilisation facile de ce stablecoin. Alors, commençons déjà par différencier les termes. Un stablecoin, ça va être un token qui, par principe, par idéologie, fonctionne avec l'aide d'un smart contract en suivant un certain nombre de principes parmi lesquels ce doit être sur une blockchain permissionless, publique, décentralisée. Donc la plupart des stablecoins que je connaisse en tout cas sont déployés sur Ethereum. Ils utilisent comment on appelle, ils utilisent un standard qu'on appelle le ERC20 qui est validé par la communauté comme étant un standard ayant les plus grandes mesures de sécurité possibles. Je dis bien mesures de sécurité possibles et j'y reviendrai. Et donc, l'une des attentions qui est portée sur ce standard, c'est qu'il ne faut pas le modifier. Sinon, en le modifiant, on peut justement créer des vulnérabilités, des bugs qui peuvent conduire à littéralement hacker tout un protocole. Et d'ailleurs, ce que j'appelle ces standards des ERC sont nés du fait qu'on a eu beaucoup de piratage qui était basé sur le fait qu'il y avait beaucoup d'erreurs lorsqu'on déployait un protocole, notamment les protocoles de finances décentralisées. L'un des premiers piratages qui jusqu'à aujourd'hui fait mal, c'est celui de 2016-2017, de ce qu'on a appelé à l'époque the DAO. En gros, dans le protocole, il y avait une erreur qui permettait de faire ce qu'on appelle la double dépense. Ça veut dire que, alors, le pirate avait trouvé un moyen de siphonner une partie des tokens Ether en présence en utilisant le principe de double dépense qui suppose que si j'ai un token, je peux le dépenser 2 fois. Donc, une personne qui émet un token, eh bien, je peux faire en sorte que, au lieu que ce soit un seul token, ce soit le double, en fait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les explications techniques sur ce qu'est la double dépense, on pourrait y revenir un peu plus tard, et ça pose pas mal de problèmes, pas mal de questions juridiques. Mais voilà, c'était ça, c'est pour ça qu'on a beaucoup de standards qui sont notamment agrégés par ce qu'on pourrait appeler des institutions au sein de l'écosystème blockchain, comme par exemple OpenZeppelin. Voilà, c'est généralement des librairies qui sont agrégées que quasiment tout le monde, la totalité des développeurs utilisent aujourd'hui, que ce soit pour lancer des ICO, donc avec le ERC20, que ce soit pour lancer des stablecoins avec le ERC20, ou alors que ce soit pour lancer des NFT, des tokens non fongibles avec le ERC721 ou alors le 1155. Donc ce fameux code source a 9 smart contracts. Je me suis intéressé à 2 éléments principaux
en tout cas pour un jury, c'est super important de s'intéresser à ces deux éléments parce que ce sont ces deux éléments-là qui lui permettent de pouvoir, par exemple, monter un dossier dans le sens judiciaire ou légal du terme, ou juridique. C'est ce qu'on va appeler les événements et les fonctions. Les événements d'un smart contract peuvent être comparés à ce qu'on à des certificats. Ça veut dire que lorsque on a une condition qui est remplie par un des co-contractants via le smart contract, eh bien il y a création d'un événement. Et cet événement-là, il est immuable. Il ne peut pas être effacé une fois qu'il a été créé parce qu'il va servir de preuve. Cet événement, généralement, est créé, est codé dans le smart contract par exprès pour pouvoir faciliter la traçabilité des transactions. Donc, dans ce smart contract-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 événements. Alors, les événements qui y sont, c'est transfer requested. Cet événement est créé, on dit émis, lorsqu'un transfert est initié. Ensuite, nous avons transfert validated. Cet événement il est émis lorsqu'un transfert est validé par ce qu'on va appeler le registraire. On va revenir tout à l'heure sur ce que justement Société Générale appelle le registraire. Ensuite nous avons transfert rejected, ça c'est donc l'opposé de validated. Cet événement est émis lorsqu'un transfert est rejeté par le fameux registraire qui n'est autre que Société Générale. Ensuite nous avons approve requested, qui est émis lorsqu'une demande d'approbation est initiée. La demande d'approbation est initiée par une personne lambda, ça peut être vous et moi, ou alors ça peut être un institutionnel, ça peut être une banque partenaire. Ensuite, approve validated, il est émis lorsqu'une demande d'approbation est validée par le registraire. Et le dernier événement, c'est Approve Rejected, qui est émis lorsqu'une demande d'approbation est rejetée par le registraire. Donc, comme vous voyez, ce sont des étapes importantes qui permettent de créer de la traçabilité. Alors, quelles sont les fonctions qui permettent de créer ces événements? Alors, commençons déjà par définir une fonction lorsqu'on parle du smart contract. Lorsqu'on va parler du smart contract, on va définir une fonction comme étant l'équivalent d'une clause dans un contrat traditionnel. Lorsque nous prenons une clause de contrat traditionnel, eh bien, sa particularité, c'est que elle est composée de conditions et il faut remplir toutes les conditions de cette clause-là pour respecter sa part de contrat. Et donc, comment est-ce que ces fonctions sont faites? Eh bien, elles sont faites de la clause principale, donc qui est la fonction, et des différents paramètres qui vont représenter les différentes conditions d'une clause. Voilà. On pourra peut-être revenir un peu plus tard avec Merck ici sur les différentes parties d'une clause smart contract, donc cette fonction-là. Ici, nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, si on a 6 événements, c'est qu'on a au moins 6 fonctions différentes. La première fonction s'appelle validate transfert. Elle permet au registraire de valider un transfert en entente. Alors, je vais tout de suite vous parler de registraire pour que vous puissiez comprendre. Et ça, c'est une alarme que tout de suite l'écosystème a lancée. La particularité du smart contract, ou du moins des smart contracts de la Société Générale, c'est que la Société Générale ne s'est pas mis dans la peau idéologique de ce que c'est qu'un smart contract. C'est qu'eux, ils ont voulu faire un smart contract centralisé. Et on a pour résultat que à chaque fois que, par exemple, j'envoie à, par exemple, Maître Kessi une transaction, supposons que je lui envoie 50 €, eh bien,
elle ne va pas tout de suite recevoir les 50 euros dans son wallet. Elle va plutôt attendre que la Société Générale, un lundi matin, donc je le lui envoie urgemment un samedi ou bien un dimanche soir, elle va attendre qu'un lundi matin, un fonctionnaire de Société Générale vienne s'asseoir pour valider sa transaction que j'ai envoyée depuis le samedi ou le dimanche. Alors que justement, ça c'est le rôle des nœuds, des validateurs qui sont dans la blockchain. C'est pour ça qu'on a ces validateurs-là. C'est pour ça qu'on a également ce que nous appelons la machine virtuelle, dans le cas de Ethereum, qui permet de littéralement faire le travail de ce fonctionnaire ou bien de cet employé, qui est super simple. C'est de vérifier que les fonds proviennent d'une adresse qui a la capacité légale, ça veut dire 18 ans et plus, à transférer. Ensuite, que cette personne-là qui veut faire ce transfert-là a la somme nécessaire. Donc, moi, lorsque j'envoie 50 euros à Maître Kessie et que je dois attendre qu'il y ait un collaborateur ou un fonctionnaire de Société Générale lundi ou mardi matin qui va d'abord valider ma transaction pour qu'elle lui arrive, eh bien, autant continuer de fonctionner sur le modèle actuel de validation des transactions en utilisant le système numérique existant déjà. Donc, le registraire, c'est ce fameux collaborateur de Société Générale qui va s'asseoir un lundi matin pour valider toutes les transactions qui ont été émises durant le week-end, etc., etc. Et ça, c'est une monstruosité dans l'écosystème blockchain. Ça n'existe nulle part. Et je ne sais pas quelle mouche les a piqués pour créer cette monstruosité que nous allons appeler désormais le smart contract centralisé made by Société Générale. Donc, ce fameux registraire est central parce que c'est lui qui va, par exemple, cliquer sur une fonction qui s'appelle transfer validate et cette fonction-là va permettre de transférer transférer mes 50 euros à Maître Kessie si Société Générale l'accepte. Et bien sûr, derrière, vous avez la fonction opposée qui s'appelle transfer rejected. C'est si Société Générale n'est pas d'accord avec mon transfert. Pourquoi il n'est pas d'accord? Bon, ben, je sais pas, ça peut être une erreur que le collaborateur ou l'employé ou le fonctionnaire de Société Générale fait en rejetant ma transaction. Ça peut être, par exemple, une forme de recherche je sais pas, par exemple, ils ne sont pas sûrs de qui est derrière la transaction. Ça peut être tout un tas de choses, mais qui encore ne permettent pas de justifier le fait qu'on mette un agent central à nouveau dans un smart contract qui n'en a pas besoin. Ensuite, nous avons approve requested. Cette fonction est émise lorsqu'une plutôt approve, la fonction approve, pas approve requested. Approve requested, c'est plutôt l'événement. La fonction approve qui est initiée lorsque une demande d'approbation pour autorisation de transaction est émise entre deux wallets. Donc c'est moi qui demande l'approbation du transfert à Société Générale, au registraire. Nous avons une autre fonction qui s'appelle validate approve qui permet au registraire de valider une demande d'approbation en attente. Je dois m'arrêter ici pour dire que ici on a une double dépense en termes de ce que nous appelons les frais de transaction ou gas fee. Parce que ce qui va se passer, c'est que moi je vais faire la transaction à Maître Kessie. Cette transaction va rester bloquée au niveau de la Société Générale, sachant que lorsque je fais cette transaction, je paye des frais de transaction, des gas fees, et je vais attendre que le fonctionnaire de Société Générale vienne valider la transaction, donc en approuvant ma transaction, et ce fonctionnaire va également
payer ses frais de transaction, ses gas fees, pour créer l'événement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de prouver qu'effectivement, il a accepté la transaction. Ce qui est encore un non-sens lorsqu'il s'agit des transactions au sein de la blockchain. Ensuite, nous avons Transfer From, qui permet de transférer donc ces fameux heures convertibles d'une adresse à une autre, donc d'un wallet à une autre, en utilisant l'autorisation préalablement accordée par la fonction Approve. Reject Approve, donc vous avez compris que c'est lorsque Société Générale décide de rejeter une demande d'approbation de transaction qui est en attente. Imaginez-vous que nous sommes 150 000 personnes à littéralement demander en même temps une approbation de transaction. Ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui va s'asseoir pour checker chaque transaction. Combien de secondes de plus ça va prendre, même si on utilisait une IA? Parce qu'il faut bien comprendre que derrière ce que nous allons utiliser, c'est la puissance de calcul des différentes machines. Ça peut être différents types de serveurs. Et donc là, on va littéralement faire de l'anti-écologie. On se plaint que la blockchain n'est pas très écologique et on a une entité qui vient ajouter plus de pollution à la prétendue pollution qui existe déjà au sein des différentes blockchains. Nous avons la fonction transfert qui permet d'initier un transfert de token, de ce fameux stablecoin d'un wallet à un autre. Et voici le clou du spectacle. Nous avons deux fonctions. Une fonction qu'ils appellent recall et une fonction qu'ils appellent burn. Commençons par la fonction burn. La fonction burn permet au registraire de détruire des tokens. Ça, on en trouve dans pas mal de protocoles qui existent. Ethereum, par exemple, détruit un certain nombre de tokens pour parfois ajuster le prix, etc., etc. Inflation, déflation. Tout comme, bien sûr, si on a burn, c'est qu'on a mint. Mint qui permet de créer, qui permet donc au registraire, à Société Générale, de créer de nouveaux tokens et de les attribuer à une adresse spécifique. Alors, je prends la dernière fonction qui s'appelle balance off. Bon, là, comme vous l'avez compris, balance off, ça va juste retourner le solde d'un wallet bien précis. Ça peut être mon wallet. Si je veux savoir combien j'ai dans mon wallet, eh bien, je peux cliquer tout simplement sur un bouton qui va être solde. Enfin, en français, ça va être solde. En anglais, ça va être balance off. Et tout de suite, je sais combien j'ai dans mon wallet. Revenons sur cette fameuse fonction recall. Écoutez bien la définition qu'il en donne, ou du moins ce que Société Générale a créé comme monstruosité. En deuxième position, recall, c'est une fonction qui permet à Société Générale de rappeler des jetons à son adresse. Je répète, recall, c'est une fonction qui permet à Société Générale de rappeler des jetons à son adresse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, littéralement, Société Générale est capable, du jour au lendemain, de vider mon wallet sans ma permission. Ça, c'est du jamais vu dans l'écosystème blockchain. Je ne sais pas quel génie ils ont trouvé pour coder ce smart contract. Quel génie ils ont trouvé pour faire d'abord la tokenomie de leur token, de leur fameux stablecoin. Parce que quelqu'un qui a grandi dans l'écosystème sait que ce genre de bêtises, ça ne se fait pas. C'est la deuxième monstruosité de Société Générale. Et ça, parlant d'un point de vue purement légal, c'est une violation du droit de la propriété. Ce qui se trouve dans mon wallet, c'est ma propriété. Ce n'est pas la propriété de Société Générale.
j'utilise le service de Société Générale pour faire des transactions en stablecoin. Mais je ne m'attends pas à ce que Société Générale vienne vider mon wallet en mon absence. C'est comme si vous aviez 50 000 dans votre compte et du jour au lendemain, ça disparaît. Vous demandez à Société Générale où est passé mon argent et il vous dit on l'a bloqué. Pourquoi? On vous le dira plus tard. Quand? J'ai besoin de mon argent maintenant. Et c'est ça que tout le monde est en train de critiquer. Donc, il y a deux éléments farfelus et bizarres qui apparaissent dans le smart contract de Société Générale. Il joue le tiers de confiance dont on n'a plus besoin, parce qu'on peut faire des transactions sans qu'on ait besoin de la surveillance de Société Générale. On a toute une communauté de milliers de personnes qui traquent les transactions, qui s'assurent qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, et il serait stupide, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, que quelqu'un essaie de blanchir de l'argent en utilisant la blockchain. Ça, c'est la dernière des idées. Même le pire je ne sais pas je ne sais pas quel type de personne va utiliser la blockchain pour blanchir de l'argent. Mais le pire et le plus stupide de ces gens-là ne ferait jamais cette erreur-là si on lui explique les fondamentaux et les bases de la blockchain. Et donc, on a quelqu'un qui vient comme une mouche dans la soupe se présenter à nouveau comme tiers de confiance. On n'en a pas besoin. Le système déjà fonctionne sans ce tiers de confiance et il fonctionne bien. La preuve, ça fait 10 ans que Bitcoin existe. Et pourtant, on n'a pas, entre moi et par exemple Maître Kessi, besoin de Satoshi Nakamoto pour faire nos transferts. Pourquoi on a besoin de se registrer? Et ensuite, il n'y a pas Satoshi Nakamoto pour venir vider mon compte sans mon approbation. Donc, ça c'est le côté triste. Du fameux stablecoin que Société Générale a émis sur la blockchain Ethereum. En plus, lorsque je me suis assis pour lire ce contrat, c'est l'une des premières choses qui m'ont tout de suite alarmé. Ce contrat a plusieurs gros problèmes, à part ces deux problèmes qu'on vient de citer. Il a des bugs énormes. Comme je vous le disais, la particularité des smart contracts, c'est que ce sont des standards qui sont vérifiés par la communauté pour éviter qu'il y ait des bugs. Or, le problème de ce stablecoin de Société Générale, c'est qu'il est plein de beaucoup d'erreurs. Que ce soit des erreurs de compréhension idéologique avec le registrar, que ce soit des erreurs légales liées à la notion de propriété personnelle via propriété publique, et surtout entre deux permissions, et enfin liées justement à ces différentes fonctions qui ont été ajoutées au standard ERC20, on a un gros problème de logique. Alors, problème de logique. Je vais essayer de vous l'expliquer.
Je vais essayer de vous l'expliquer en partant d'une analogie qui a été faite par je ne sais plus comment il s'appelle. Ok, j'essaie de vous trouver son LinkedIn. Je vais également vous le mettre en description. Donc, il a fait un exemple pour montrer le problème de logique sous forme de scénario. Donc, ce fameux scénario décrit, que l'on va décrire tout à l'heure, va mettre en évidence un problème potentiel dans ce fameux smart contract. Donc, voici les différentes étapes de ce problème et son analyse. On va prendre Charlie, qui autorise Robert à dépenser 10 € en son nom. On va attendre que Société Générale, qui est le registraire, valide la transaction. Puis, Robert va demander un transfert de 5 € de Charlie à Lucien. Rappelons-nous que Charlie a autorisé Robert à dépenser 10 €. Ce qui va se passer, c'est que Société Générale va rejeter la transaction. Cependant, même si Société Générale a rejeté la transaction, on a tout de même Lucien qui a une autorisation de dépenser 5 € sur le compte de Charlie. Pourquoi? Donc, on a une incohérence dans la gestion des autorisations et des transferts. J'espère que vous me suivez parce que c'est la partie la plus délicate. Même moi, la première fois que je l'ai lu, c'est passé inaperçu. Je n'ai pas tout de suite saisi ce problème-là. Et ce fameux problème se situe sur la fonction reject transfer. Parce que lorsqu'une transaction est rejetée, ça c'est l'explication, et j'espère que je ne vous ai pas perdu, sachant que j'ai fait me perdre à nouveau. Lorsqu'une transaction est rejetée, l'autorisation de Robert devrait être initiée à son montant initial, 10 € dans ce cas, mais elle est réduite de la valeur du transfert rejeté à la place, donc 5 €. Donc ça veut dire qu'on a littéralement une fonction qui doit être modifiée, qui est la fonction reject transfer, pour rétablir l'autorisation initiale au lieu de l'ajuster de manière incorrecte. Alors, je vais vous passer l'aspect fonction, enfin l'aspect technique. J'ai la correction devant moi. Mais en principe, ça c'est un des bugs qui peuvent faire en sorte que vous imaginez que Charlie, au lieu d'autoriser Robert à dépenser 10 € à son nom, supposons qu'il lui donne l'autorisation d'en dépenser, par exemple, 50 000. Cela voudra dire que littéralement, si derrière Robert demande un transfert de 15 000 € de Charlie à Lucien, quand bien même Société Générale rejette la transaction, Lucien va quand même dépenser les 15 000. Et il va les dépenser sur le compte de Charlie, pas celui de Robert. Et imaginez-vous si la somme est multipliée par 10, 20, 30, 50, 100, etc.
1000, comme vous voulez. L'autre bug que fait entrer la fonction recall dont on a parlé tout à l'heure, cette fameuse fonction qui permet à Société Générale de vider votre compte sans avoir besoin de votre permission, c'est que il n'y a pas de limite à la Société Générale. S'il n'y a pas de limite, ça veut dire que si j'arrive, moi, ou X personnes, à pirater le wallet du registraire qui est la Société Générale, je peux autoriser de grosses transactions, modifier, et même avant d'avoir autorisé ces transactions, eh bien, je modifie un certain nombre, par exemple, de lignes de code dans le smart contract. Ou je crée un smart contract tiers qui me permet automatiquement de swapper, d'échanger ces heures convertibles en DAI, par exemple, et de disparaître avec. Voilà. Donc, je ne sais pas comment les clients que Société Générale cible pour l'utilisation de ce genre de smart contract vont réagir. Mais par exemple, pour pouvoir limiter la nuisibilité de ce genre de fonction, donc la fameuse fonction recall, on peut imaginer ajouter un certain nombre d'éléments. Ça peut être une limite de temps. Ça veut dire qu'on peut se dire que, par exemple, Société Générale ne peut utiliser cette fonction qu'une fois tous les 30 jours. Ça peut être une limite dans la somme maximum autorisée. Ça veut dire qu'on peut se dire que Société Générale ne peut que récupérer, par exemple, si j'ai dans mon compte 500 000, il ne peut récupérer que, par exemple, 100 000 ou 200 000. Ou enfin, quand je dis récupérer, littéralement, quand ils font ce genre de choses-là, on peut le comparer à une autre fonction qu'on appelle freeze. Freeze qui s'appelle geler. Et on voit par exemple beaucoup de protocoles qui gèlent des tokens qui ont été piratés, qui ont été obtenus via piratage. L'autre chose, c'est qu'on peut, à chaque fois que Société Générale veut s'accaparaître d'un montant qui se trouve dans un wallet, lui demander le motif de ce retrait, et si ce motif n'est pas valable, ben rejeter. Et littéralement, c'est ici que, par exemple, le juge peut jouer son rôle, ou bien un arbitre qui pourrait dire, ok, avant que la Société Générale n'utilise la fonction recall, il aura besoin d'avoir mon approbation. Et ça, c'est légal. Et donc, le côté abusif disparaît, ou du moins est amenuisé. Ou alors l'autre chose, et ça je suis sûr qu'ils ne vont jamais l'accepter, mais on s'en fiche, on peut toujours rêver, c'est exiger l'approbation de l'utilisateur. Donc, demander à l'utilisateur, demander au client, demander au propriétaire du wallet la permission de retirer de retirer la somme que Société Générale veut retirer. Mais ça, je doute très très fort qu'une société générale, enfin, qu'une société bancaire qui a plus de 50 ans, du jour au lendemain, ait cette mentalité. Parce que ça c'est vraiment une mentalité de Web3, nouvelle génération. Ça, ce genre d'approbation,
on les trouve dans pas mal de smart contracts qui les utilisent comme système d'autorisation de transfert. C'est généralement des fonctions approve transfer from. Voilà. Donc, pour faire court, tout le monde dans la communauté salue les efforts de Société Générale pour cette première tentative. Par contre, ça a été très mal fait. Et je ne pense pas que Société Générale voulait faire un bad buzz. Ou du moins voulait avoir un bad buzz comme entrer dans l'écosystème blockchain. L'écosystème blockchain, c'est vraiment le noyau du Web 3. Et donc, pour moi, je pense qu'il doit y avoir... c'est une première tentative. On peut les accompagner pour qu'ils puissent s'améliorer et faire de façon douce ce transfert ou bien cette entrée dans l'écosystème blockchain. Et l'autre chose, de grâce, ça c'est pour les dirigeants de la structure Forge, qui est la fameuse startup qui est au sein de Société Générale. En gros, joue le rôle de startup Web3 ou startup blockchain. Ne demandez pas à une institution qui réunit des gens à gauche et à droite de jouer le rôle de certificateur de vos smart contracts. Je n'ai jamais entendu parler de PwC comme étant un acteur central dans l'analyse des bugs, mais également de l'idéologie et de la logique d'un smart contract. À la limite, j'aurais préféré qu'ils partent voir Certic. Certic aurait fait moins d'erreurs que PwC. Et c'est ce que j'ai toujours dit. On ne conserve jamais du vin nouveau dans de vieux outres. Ça explose. Et c'est ce que vient de faire littéralement Société Générale via Forge en utilisant PwC. PwC n'a ni l'idéologie. Et je doute assez fort qu'ils aient des tokenomistes capables de voir les particularités du smart contract. Donc, pour moi, les juristes ont un job et c'est celui de s'assurer que chaque smart contract qui est déployé, que ce soit par une entité connue ou très peu connue, les juristes devraient être au front pour s'assurer que ce contrat respecte les clauses légales existantes déjà. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai dit, il faut que vous vous formiez. Et il y a beaucoup de ressources gratuites. Je ne sais pas pourquoi vous ne commencez pas par ça. Ce n'est pas en suivant 2-3 vidéos sur YouTube et quelques live webinars que vous allez devenir des experts dans ce domaine-là. Il va falloir que vous essayiez, que vous preniez une vraie bonne formation. Il y a de vraies bonnes formations qui sont gratuites que vous pouvez trouver en ligne. Je mets énormément de ressources dans mes commentaires. Allez-y les checker. Mais c'est vous qui devriez donner l'alarme sur ce genre de bêtises, puisque c'est une bêtise et rien d'autre. Certes fait par une grosse société, mais c'est une bêtise. Et c'est comme ça que les sociétés disparaissent. Nokia, aujourd'hui, on n'entend pas Nokia. Kodak, on n'entend pas Kodak. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été une joie pour moi de pouvoir faire cette vidéo. Et bien sûr, le vendredi, on va également, avec Maître Kessi, revenir sur cet exemple de smart contract de la Société Générale. Analyser quelques éléments purement juridiques,
Mais en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager, à inviter vos autres collègues pour faire grandir la communauté. Et moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo et à vendredi pour le live sur LinkedIn. Ciao, ciao.